Radio J, l'invité du grand journal. Radio J. Steve Nadja. Bonjour Julien Maloul. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Vous êtes un observateur aguerri de la société israélienne après avoir notamment exercé comme journaliste sur I24 News. Et vous êtes, à travers votre présence en particulier sur les réseaux sociaux, l'un des pouls, l'un des indicateurs et l'un des reflets de ce qui bouillonne au sein actuellement de la société israélienne. Une société qui suit notamment minute par minute la moindre information sur le sort des otages. Julien Maloul, qu'est-ce qu'exige aujourd'hui l'opinion publique israélienne vis-à-vis de son gouvernement? Est-ce qu'elle est prête à des concessions lourdes, comme ce fut le cas à l'époque de la libération de Gilad Shalit? Alors, il est sûr que les Israéliens veulent le retour des otages, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui prime avant tout, c'est la réussite de l'opération militaire. Ouais. Parce que c'est pas une opération de plus, c'est pas un cycle de violence de plus, c'est une guerre différente des autres. Et étant donné que si on regarde la fréquence des dates des opérations à la bande de Gaza, donc Israël s'est retiré en 2005, ensuite il y a eu l'opération Plomb durci en décembre 2008, ensuite il y a eu une autre opération Pilier de défense en 2012, puis en 2014, et ensuite il y a une accélération ces dernières années, il y en a eu une en 2021, il y a eu une en 2022, 2023, on est au mois de mai déjà, et là il y a un sentiment de bon, ça suffit, on n'a pas eu tous ces morts pour rien. S'il faut payer, si on a déjà payé un prix, autant qu'on aille jusqu'au bout. Et si le gouvernement israélien n'atteint pas cette fois-ci un véritable objectif militaire, ce n'est pas acceptable. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qui domine l'état d'esprit israélien, c'est puisqu'on en est là, autant aller jusqu'au bout et autant se débarrasser une bonne fois pour toutes de cette menace terroriste. Sinon, ça va recommencer dans 6 mois. Sinon, dans un an, ils vont kidnapper d'autres personnes. Sinon, dans 2 ans, ils sont aux portes de Tel Aviv, etc., etc. Est-ce que ça s'accompagne de critiques claires de la manière dont ce dossier gazaoui a été géré par les différents gouvernements Netanyahou depuis son retour au pouvoir depuis 2009, ou est-ce qu'on considère que le temps viendra de tirer des conséquences politiques de ce qui s'est passé de ce point de vue-là? Alors, il y a eu des sondages qui ont été publiés par les grandes chaînes de télévision israéliennes, par les médias également. Ils sont extrêmement violents pour le gouvernement israélien en place. Je vais vous donner un chiffre. Actuellement, la coalition gouvernementale israélienne a 64 sièges sur 120. S'il y avait des élections, elle tombera à 42. C'est jamais vu depuis des dizaines d'années en Israël, un tel écart avec une opposition qui sera à 42 sièges. C'est pas arrivé depuis, je crois, Ariel Sharon, si mes souvenirs sont bons, et encore. Au profit de quelle autre force politique? Plutôt Benny Gantz? Gantz, qui serait crédité à lui tout seul de plus de 40 sièges. Maintenant, qu'est-ce que valent ces sondages en période de guerre, sans échéance électorale claire, au lendemain d'un traumatisme? Franchement, pas grand-chose. Ça montre l'état d'esprit d'une population. C'est pas sûr que ce soit le résultat des élections, donc je ne tirerai pas de conclusion trop hâtive. La guerre n'est pas terminée. Donc, pour répondre à votre question, dans la société israélienne, il y a une colère et des vraies questions contre le gouvernement, mais la population est très unie. On a vu des ministres israéliens qui sont rendus à l'hôpital et qui se sont fait insulter, crier dessus par les familles. Ouais. Mais pour le moment, l'atmosphère est à l'union. En revanche, au lendemain de la guerre, ça va être très dur. Il va y avoir des questions qui vont être posées, il va y avoir des commissions d'enquête, et Netanyahou, avec toutes les critiques que j'ai pour lui, ne peut pas porter à lui tout seul la responsabilité de ce qui s'est passé. C'est une responsabilité collective. Il y a des chefs militaires, des chefs des services de renseignement, il y a un cabinet de sécurité. Voilà, c'est une responsabilité collective. Est-ce qu'on s'interroge également de plus en plus sur le timing des opérations militaires? On est au 18e jour de la guerre, on attend cette incursion terrestre et on a l'impression, alors on lit évidemment beaucoup de choses, notamment sur les pressions de l'administration Biden, mais comment c'est perçu par l'opinion publique israélienne qui, vous nous l'expliquez à l'instant, attend des résultats désormais? En fait, il y a une sorte de routine de guerre qui s'est installée. Et c'est quoi une routine de guerre? C'est on réouvre partiellement les écoles, mais en prenant le risque qu'il y ait une sirène et que la classe doit s'arrêter et que les enfants doivent aller à l'abri. C'est on essaye malgré tout d'aller au bureau pour ceux qui peuvent encore aller au travail parce qu'ils sont pas à l'armée, mais il manque 20% des employés parce qu'ils sont en Milouim. On essaie de voir les amis, mais on n'a pas vraiment le cœur à faire la fête. On va dans la rue, mais il y a une atmosphère un peu différente. Donc c'est ça actuellement l'atmosphère. Et en fait, les Israéliens, sur cette question de OK, on en est où? Il y a vraiment cette question on est dans un entre-deux. On sait pas vraiment, c'est pas vraiment le haut des opérations, c'est pas non plus la paix. Et il y a vraiment cette chose, c'est un sentiment un peu inconnu, parce que c'est ni la guerre, ni le calme. Sort d'entre-deux. Non, entre les deux, et on sait que d'une seconde à l'autre, ça peut déraper.
Alors le témoignage bouleversant hier de Yocheved Lifshitz a été couvert par les médias du monde entier. Cette femme de 85 ans avait été libérée la veille par le Hamas avec une autre femme âgée. Dans quelle mesure, Julien Baloul, ces témoignages peuvent, selon vous, contribuer à faire évoluer la position de l'opinion publique internationale sur cet affrontement entre Israël et le terrorisme palestinien? Vous savez, hier, je voyais quelqu'un sur Twitter qui me disait, je marquais qu'il y avait des tirs de missiles sur Tel Aviv, et il me marque bilan 0 mort. Donc, certains nous reprochent de pas assez mourir pour pas avoir assez de sympathie. Donc, on rappelle que s'il y a pas beaucoup de morts sous les missiles, c'est parce que la population est très éduquée et que lorsqu'il y a des alertes, elle va se mettre aux abris. C'est parce qu'Israël a dépensé des milliards et des milliards dans son système de défense aérienne, dans la protection des civils. Donc, on est désolé de pas mourir pour vous prouver que les missiles meurent. Mais j'ai envie de dire, même quand on meurt, les bébés, par exemple, les personnes qui sont mortes le 7 octobre, et ben même là, il y a une sorte de négationnisme et certains remettent en cause l'existence de ces morts. Et donc, sur les otages, est-ce que ça va faire basculer ou non l'opinion? Je vous rappelle qu'hier, sur cette dame de 85 ans, certains médias internationaux ont coupé les phrases dans lesquelles elle disait qu'elle avait été bien traitée. Alors, on rappelle, dans la même interview, elle dit qu'elle a 85 ans, qu'elle a été battue, qu'elle a été traînée sur le sol, qu'elle a marché pendant des kilomètres dans des tunnels et que son mari est encore otage là-bas. Ce n'est pas vraiment ma définition d'être bien traité. Alors en effet, après, une fois qu'elle était sur place, on lui a donné à manger, on ne l'a pas tuée. Merci bien. Merci bien. Et pour les médias, c'est-à-dire que ceux qui veulent voir ce qui les intéresse, ce qui les arrange, voilà, ne voient que ça. Et je vois certains qui refusent de faire le parallèle entre Daesh, entre le Hamas, entre Al-Qaïda et tout ça. Après les déclarations notamment d'Emmanuel Macron hier. Voilà, mais heureusement qu'il y a un président de la République qui sur ces questions est très clair et très ferme. C'est pas le cas de toute la classe politique. Comment cette guerre des récits peut-elle être menée, notamment sur les réseaux sociaux, dont vous êtes à la fois un acteur et un observateur? On voit bien que notamment à travers des vidéos, il se passe, la bataille continue d'une certaine manière à travers notamment des images qui sont diffusées. Oui, c'est le sens de ce qu'on a fait avec des amis lorsqu'on a ouvert ces pages de paroles de survivants sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Avec un groupe d'amis, on a vraiment ouvert ça. Certains traduisent, certains mettent en ligne, certains mettent les sous-titres, parce qu'on a dit ce sont des témoignages pour l'histoire, ce sont des archives historiques. Ce seront des archives historiques pour ceux qui étudieront l'histoire. Et les gens doivent entendre, parce qu'on est arrivé moi j'ai rencontré des familles, des rescapés qui m'ont raconté ce qu'ils ont vécu et je devais traduire en partie leur témoignage en français et enfin c'est un niveau de barbarie qui rappelait les rescapés du nazisme et je crois que les gens doivent l'entendre et se rendre compte. Vous vous rendez compte qu'en France il y a eu quand même un débat sur la manière dont on était tués les bébés avec un négationnisme sur ces bébés, enfin c'est quand même assez hallucinant et je sais pas si c'est oui c'est aussi une guerre de communication pour que les gens nous croient, mais je crois aussi ce sont vraiment des témoignages pour l'histoire. Alors justement, je précise, on l'a appris il y a quelques minutes, qu'un hommage national aux victimes du terrorisme aura lieu prochainement en France. Vous parliez du travail de mémoire qui a démarré en Israël autour des victimes du terrorisme du 7. Comment est-ce que les choses prennent forme? Alors vous parliez notamment de ces initiatives, j'allais y venir, mais vous l'avez déjà évoqué, sur ces initiatives pour le public francophone. De manière plus générale, comment les médias israéliens ou d'autres acteurs sur les réseaux sociaux israéliens mettent en place ces nouveaux moyens pour partager ces histoires de vie brisées? Alors les médias israéliens le font beaucoup à leur échelle, il y a beaucoup de témoignages. En fait, tous les jours, faut imaginer le nombre d'histoires qu'il y a. Il y a plus de 1300 morts, et imaginez le nombre de personnes blessées, le nombre de survivants, le nombre de rescapés, le nombre de proches. Donc tous les jours, on découvre une nouvelle histoire dramatique. Je crois qu'on n'a pas fini de le découvrir. Je disais à des amis il y a pas longtemps, je redoute Yom HaZikaron. Yom HaZikaron, c'est la date du souvenir pour les victimes du terrorisme et des attentats. Et Yom HaZikaron est une journée toujours très forte, mais je crois que le Yom HaZikaron qui aura lieu au printemps 2024 va être d'une violence, d'une puissance terrible. On découvre, là, moi, ce matin, par exemple, j'avais un Zoom avec mon travail, parce que je travaille dans une entreprise high-tech israélienne, et ils ont fait monter dans le Zoom un habitant du kibbutz Be'eri pour témoigner. Et on est tous comme ça en train de découvrir au fur et à mesure des histoires ce qui est terrible, j'en parlais avec des amis, c'est que en fait comment continuer à vivre après dans un tel pays, dans une telle société avec toutes ces cicatrices? On va continuer à vivre. Ça va tout changer? C'est une vraie question. On va rester, on va vivre en Israël, on vivra en Israël, on est israélien, on aime Israël, mais
Vous savez, j'écrivais sur Twitter, il y a une phrase célèbre de Shlomo Artzi, le chanteur israélien, qui dit dans sa chanson Chom Yuli August, où il dit je danse avec des soldats morts dans le cœur. Et ça va être un peu ça. Je vous rappelle qu'il y a 260 jeunes qui ont été tués dans une fête. Quand nous tous allons retourner en boîte de nuit, ils ont les fêtes, dans les festivals après la guerre, lorsque ça reviendra, on va tous penser à ça. On va tous penser à ces jeunes qui sont morts en train de faire la fête. Quand les gens vont retourner dans les kibboutz, quand on va voir nos enfants grandir, on va penser à ces autres enfants qui n'ont pas leurs parents ou qui ont été tués. On va tous penser à ça. Et ça va être difficile. Julien Baloul, une dernière question. Vous suivez également de près l'évolution de la situation en France, la manière dont le conflit en Israël est traité, analysé, et la manière aussi dont les dénonciations d'Israël s'accompagnent parfois d'actes ou de paroles antisémites. Vous avez exprimé ces derniers jours votre inquiétude notamment sur le réseau Twitter, enfin le réseau X désormais. Vous avez l'impression qu'on est en train de passer un palier, notamment avec cette expression politique de la critique d'Israël, et avec des mots notamment de la France insoumise, qui rappelle de mauvais souvenirs? Alors, la France insoumise, visiblement, ne se cache même plus de ses vraies intentions, ouais. Et je vous rappelle qu'hier, Ercilia Soudé a mis une photo, donc quelqu'un a accroché la photo d'un bébé israélien otage sur la porte de son bureau. Et elle a expliqué se sentir harcelée. Et elle a mis que c'était du chantage émotionnel. Elle a rajouté le hashtag Gaza Hamas sur la photo d'un bébé israélien otage. Donc, il ne se cache même plus. Je rappelle que Obono a parlé de résistance pour un mouvement qui venait de tuer plus de 1000 civils. Je rappelle qu'il refuse de dire organisation terroriste. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, la France insoumise est à mes yeux une des plus grandes menaces pour les Juifs de France. C'est comme ça que je le ressens. Ils sont pas les seuls. Hein. Il y en a aussi à l'extrême droite, faut pas fermer les yeux. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, les termes qu'ils emploient, le refus d'exprimer le moins de solidarité, le refus de dire organisation islamiste terroriste, la manière dont ils reprennent la propagande islamiste, comme Mathilde Panot, qui a affirmé qu'il y a eu 500 civils tués dans une frappe israélienne contre un hôpital, alors qu'on a appris qu'il n'y a pas d'hôpital qui a été frappé, qu'un incendie a eu lieu dans le parking à côté, qu'il n'y avait que quelques morts, et visiblement c'était une frappe palestinienne. Donc oui, je suis extrêmement inquiet. Visiblement, la France insoumise a décidé de jouer la politique du pire, de jouer la politique de la provocation, de faire le concours à qui dira les pires des phrases, et tout cela sur le compte des Juifs. Et c'est pas, en fait, ils sont complètement irresponsables parce qu'on voit l'explosion des actes antisémites en France depuis quelques semaines, et ils soufflent sur les braises. Ils soufflent totalement sur les braises au détriment de la vie des Juifs. Merci beaucoup, Julien Baloul, d'avoir été avec nous. Je renvoie nos auditeurs à vos comptes sur les réseaux sociaux, notamment sur X. Bon après-midi à vous et à très bientôt sur Radio J. Merci. Au revoir.